chronique d'une défaite annoncée. Ceci est le premier essai de la première, comment dire, partie de ces chroniques ou ces essais qui ont pour sujet la probable défaite de la gauche aux prochaines élections présidentielles et législatives. Pourquoi cette impression? Pourquoi presque cette certitude? Parce que il y a un problème fondamental, un problème quelque part, une sorte de péché originel, c'est-à-dire que la gauche arrivée au pouvoir a du mal à rester sur son programme. La gauche a tendance à s'écarter plus ou moins de façon plus ou moins appuyée de son programme pour lequel elle a été élue. Bien sûr, la gauche n'est pas majoritaire. L'élection peut se faire sur la personne d'un homme qui se réclame de la gauche, mais la gauche majoritaire, dans l'opinion, ce n'est pas si évident à affirmer. Les dernières déroutes, bien sûr, vont dans ce sens. Mais surtout, la société, comme on dit, se droitise. Appelle à beaucoup plus, on demande de sécurité, beaucoup plus on demande d'ordre, surtout si la gauche commence à parler de guerre, et évidemment, cela n'est pas le discours de la gauche, en tout cas de façon prépondérante. La gauche n'est pas la guerre, dans son essence. Elle peut être la guerre aussi, mais ce n'est pas ce qui fait la gauche. C'est le compromis, la gauche, quelque part, la recherche d'une solution pacifique, la recherche d'une certaine rationalité, pas d'appel aux sentiments primaires, pas d'appel à la vengeance, pas d'appel à l'aveuglement, au suivisme. La gauche, c'est des citoyens conscients, des citoyens qui doutent, qui interrogent, qui posent des questions, pas des suiveurs, ni des gens qu'on peut manipuler. La gauche n'a pas besoin d'un chef, n'a pas besoin d'un leader. La gauche peut élire, peut porter une sorte de porte-parole, mais pas quelqu'un à qui on doit allégeance, une sorte de roi non intronisé. Donc fondamentalement, pourquoi la défaite la défaite sera est sûrement déjà comment dire, entérinée, mais surtout le problème c'est la défaite, pas tellement au niveau de la présidence, mais plutôt au niveau des élections législatives. Donc la gauche risque de perdre la majorité à l'Assemblée, et donc cela va se traduire par l'adoption de lois, par des réformes, par des abolitions de lois, etc., etc. Donc, il ne sera plus possible de s'appuyer sur l'Assemblée nationale. Nous avons le problème avec la Ve République qui accorde trop de pouvoir au président. Nous avons aussi ce problème du rapport du gouvernement à sa majorité. En fait, la Chambre des députés est conçue ou considérée comme une sorte de chambre d'enregistrement. Il n'est pas possible d'aller contre les décisions ou les orientations du gouvernement. Ceux qu'on appelle les frondeurs ont été obligés, ont été poussés au silence parce que
On leur a dit, évidemment, que de toutes les façons, s'ils démissionnent et qu'ils mettent leur mandat en jeu, ils n'ont aucune chance de récupérer leur siège, ils n'ont aucune chance, etc. Donc ils n'ont pas intérêt à mettre le gouvernement en échec et à provoquer une dissolution de l'Assemblée nationale. Ils n'ont aucun intérêt électoral, s'entend. Et donc, fondamentalement, on se retrouve, bien sûr, il y a des combinaisons que moi j'ai connues, donc la cohabitation, on aura donc le système de bipartisme ne sera plus tellement aussi dominant, aussi clair. On aura peut-être l'élection d'un président de gauche, soit dit très vite, euh, euh, mais avec une assemblée qui ne sera pas une assemblée de gauche. Parce que le président peut être élu suite à la dispersion des voix. On aura peut-être, si on ne veut pas le retour de l'ancien président, on préférera peut-être garder l'actuel, mais l'actuel n'aura pas de majorité. Parce que la gauche sait bien se renier, c'est ce qu'elle fait de mieux, elle renie ses engagements. La gauche choisit une sorte de réalisme, n'est plus portée par l'utopie, elle est portée par l'exercice du pouvoir, et cela est quelque chose qui désole, mais c'est ce qui se passe. Nous sommes désolés de cette évolution, mais nous ne pouvons rien faire contre. Euh, le, quelque chose, comment dire, celle qu'on appelle la gauche du gouvernement, la gauche aux affaires. Je me rappelle quelque chose qui m'avait quand même assez scandalisé, c'est le voyage, le jour même de l'élection. Euh, enfin, le lendemain, donc le voyage en Allemagne, comme si c'était un voyage imposé. Quelqu'un qui a été élu en France, au lieu de rester en France pour partager sa joie avec ceux qui l'ont élu, pour essayer de prendre contact avec le pouvoir, ne serait-ce que pour un peu savoir de quoi il en retourne. Il fait un voyage en Allemagne, comme si l'élection présidentielle n'était qu'une étape dans un processus qui dépasse le cadre français. Pourquoi faire? Même si la chancelière allemande fait son premier voyage à l'étranger, elle le fait en France. Il n'est plus nécessaire la relation n'est pas fragile à ce point, elle peut être stratégique, mais elle n'est pas fragile. On peut voyager, on peut. C'est quoi ce rituel qui a été instauré? Donc, fondamentalement, il y a un problème. On élit quelqu'un qui, lui, a un discours qu'il n'a pas rédigé. Il est juste le porte-voix. C'est ça qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui dit, qui prononce des discours qu'il n'a pas rédigé lui-même. Donc on part de cette chose-là. Alors des discours qui vont dans un sens, dans l'autre. Et puis après, qui écrit même des livres. Obligatoirement, il ne les a pas écrits lui-même. Alors qu'il y a un livre qui s'appelle Le rêve français, dont on n'a pas tellement entendu parler. Quelqu'un qui parle de rêve, mais qui dans la réalité dit aux gens, agit comme si il devait gérer une situation complètement catastrophique. Il n'est plus possible de rêver avec lui. Il n'y a pas de rêve. Donc, s'ajoute à cela la question de la durée du mandat présidentiel. 5 ans, c'est trop court. On est rapidement à la recherche. La stratégie est toute orientée vers la conquête d'un deuxième mandat. Donc, cela, l'action gouvernementale a besoin d'être une action sur le long terme, dans le long terme. Il n'est pas possible d'avoir des politiques
moi je mène des politiques, des réformes, des chantiers qui peut-être demandent une décennie, qui demandent du temps. Et je veux avoir les résultats le plus rapidement possible, dont j'ai intérêt à doper. Voilà. Quand on veut qu'un animal pousse vite, on le dope. Et obligatoirement, ce n'est pas quelque chose de sain. Quand on veut obtenir un résultat, si on va prendre toutes les initiatives qui ne sont pas les initiatives les plus efficaces pour essayer d'obtenir un résultat, disons ben, je vais faire baisser le chômage, si, etc. Et donc je fais tout, même des choses qui sont en fait ne font baisser le chômage que en apparence, ou que pour une courte période, et à ce moment-là, donc si je gagne mon pari, donc j'ai le droit de me représenter. Donc fondamentalement, on a des gens qui ne s'intéressent, dont le souci premier devient la place, la fonction, et non pas le programme. C'est-à-dire, je fais tout pour pouvoir me garantir une popularité, pouvoir me garantir une réélection. Et cela est dommage, parce qu'il y a des gens qui croient dans un projet, qui croient dans une vision, qui attendent des gestes symboliques, qui attendent une politique cohérente, qui va dans le sens de l'engagement, qui va dans le sens de la tradition. Il y a une tradition. Il n'est pas possible d'aller contre la tradition, parce que l'autre camp, lui, il la suit, sa propre tradition, il la respecte. Il ne fait pas des concessions gratuitement, il ne fait pas des volte-face, il est là, il ne se cramponne à son programme. Quand on a face à soi un adversaire qui est sûr de ses convictions, qui les assume, même les plus extrêmes, alors quand on fait des compromis, quand on passe son temps à faire des cadeaux, quand on passe son temps à faire des concessions, on ne gagne rien. L'autre camp est persuadé qu'il ferait mieux. On propose, on propose des baisses d'impôts pour une catégorie de la population, pour des chefs d'entreprise, pour une catégorie de patronat, etc. L'autre camp, lui, il va aller plus loin. Lui, il va proposer des baisses d'impôts encore plus importantes. Les charges, les machins, il garde son orientation. Il y a trop de charges, il y a trop de charges. Donc si par exemple la gauche, elle doit être du côté de l'employé, du salarié. Donc ce qui l'intéresse, c'est pas d'aller dans le sens du patron, mais plutôt du côté du salarié. Et donc on a des contradictions, et ces contradictions-là sont quand même assez effarantes. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est des échecs en échecs. Toutes les majorités sont perdues, les majorités au niveau départemental, au niveau régional, au niveau des villes. Le socialisme municipal est mort. Des bastions ont été perdus, bastions traditionnels. On a une désaffection de la population, le militantisme est en crise, les partis ou le parti n'a pas la capacité à peser sur la politique, sur les orientations prises par le gouvernement. Le gouvernement fait la guerre comme il veut. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait d'autre? On a des personnalités. On n'a pas une politique, on a des personnalités. Alors, une personnalité, c'est un gouvernement de personnalité. C'est pas un gouvernement de programme. Il faut qu'il y ait quelque chose qui lie les gens. Un programme, une vision et une fidélité à rester sur la même route. La gauche a été exclue du pouvoir pendant 10 ans, elle est retournée aux affaires, elle a ses propres affaires, elle doit appliquer son programme. Sans excès, évidemment. Mais le patronat n'attend pas de la gauche qu'elle aille dans son comment dire,
dans son sens. Il attend de la gauche qu'elle soit à la gauche, parce que pour lui, elle est son adversaire. Il attend qu'elle fasse des erreurs, qu'elle tombe, qu'elle disparaisse. Et c'est comme ça. Un rapport de force, c'est comme ça, c'est chacun à sa place, et on ne mélange pas les genres. Donc, c'est beaucoup de discours, beaucoup de paroles, en ces temps où la parole est partout, il y a peu de paroles qui sont vraiment audibles, des paroles qui ont la capacité et le pouvoir de d'appuyer sur là où vraiment sur les choses qui font mal, d'être des paroles, comment dire, cohérentes, des paroles qui fassent que chacun garde une idée juste de qui il est et dans quel camp il se situe. Parce que de toutes les façons, on a besoin que les camps restent, gardent leur identité, parce que c'est ça la dynamique. On a des classes sociales, on a des aspirations plus ou moins opposées. Il y a certains qui aspirent à être supérieurs aux autres, à accumuler plus que d'autres. Il y en a qui aspirent à plus d'égalité. Et c'est comme ça, c'est une société dynamique, une société qui, en opposition, mais en opposition pacifique, régulée par l'exercice alterné du pouvoir. Aujourd'hui, c'est la gauche, demain, c'est je ne sais pas qui d'autre, mais cette alternance qui est devenue une réalité, elle ne peut être vraiment crédible qu'à partir du moment où chacun applique son propre programme. Voilà cette petite contribution sur en rapport avec cette thématique qui parle de la défaite à venir. Nous avons vu la gauche défaite tellement de fois que nous n'avons plus d'illusions. Défaite 86, si je me rappelle bien, défaite en 2002, défaite les défaites à tous les niveaux, après quelques reconquêtes, mais sans vraiment de conséquences. La victoire régionale, peut-on considérer que est-ce que les régions pouvaient être un contre-pouvoir face à la droite? C'est quelque chose qui, vu les compétences des régions, ça n'a pas été le cas. C'est cette histoire. La gauche doit être une force qui quelque part exerce le pouvoir, mais sans désir. Elle ne doit pas désirer le pouvoir, elle doit garder une certaine méfiance vis-à-vis du pouvoir. Le pouvoir, cette organisation verticale de la société, la gauche doit s'en éloigner. Elle doit participer à l'émancipation des citoyens, quelque part à leur redonner le pouvoir sur leur destin, à leur retourner le mandat. Quelque part, le fait de devenir des élus, dire une petite minorité, une élite, cette histoire, quelque part qui, elle, n'a que très peu de comptes à rendre, qui se croit investie d'une mission. Et quelque part, ne parlons pas des mandats, comment dire, des mandats, j'ai oublié le terme, des mandats qu'on remet en cause, des mandats qu'on remet en question, des mandats, j'ai oublié le terme, mais je le connaissais, sans parler des mandats qui sont remis en cause périodiquement. C'est ce rapport, c'est ce lien entre
l'électeur et l'élu qui manque. Cette, quelque part, être élu, être en responsabilité, c'est être quelque part dans l'épreuve, parce qu'on est en situation de responsabilité, on a un effort à faire pour amener encore plus de bien-être à ses électeurs. Et c'est un travail qui doit être considéré comme un travail, comment dire, une charge euh, vraiment très une charge particulière. Ce n'est pas tous les jours qu'on a entre les mains le destin ou une partie du destin d'un pays. C'est on a intérêt à être les plus quelque part, j'allais dire, les plus désintéressés possibles. Même pas les honneurs, c'est même pas une question d'honneur. On ne doit pas s'intéresser aux honneurs, etc. On doit travailler pour le bien-être, pour le bien commun de tous. Parce que, évidemment, ce n'est pas que les électeurs, c'est tout le monde. Et évidemment, il y a toujours un rapport au réel dont il faut prendre compte. Mais ce rapport au réel ne doit pas être une abdication, une démission face à ses propres convictions. Il doit être quelque chose entre les deux. Un travail, un travail comment dire, d'articulation entre les deux, des compromis, mais euh, pas carrément des oublis, des reniements. C'est le reniement qui fait mal aux forces, comme dit, du progrès. Voilà, donc progrès, plus d'autonomie de l'individu, plus de contrôle, plus de contre-pouvoir. Voilà. Des mandats reconductibles, c'est ce que j'ai oublié. Des mandats reconductibles, non. Des mandats, je ne trouve pas le terme. Les temps sont difficiles, ce n'est pas évident. Il y a malgré tout une classe qui se fait, qu'elle soit dans un camp ou dans l'autre, une classe de presque des professionnels de la politique. Ceux qui sont formés dans les hautes écoles d'administration et quelque part un peu se partagent les rôles entre eux. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Et quelque part on trouve des gens qui ont pour prétention d'avoir la compétence à gérer les affaires, à être les seuls à même, les seuls autorisés, les seuls légitimes à participer, à faire de la politique, à faire de l'action publique, à diriger, à décider. Voilà. Des décideurs quelque part autorisés, des décideurs dont c'est la mission, dont c'est la vocation. Cela ne doit pas être la gauche, ce qu'on appelle la gauche. La gauche doit être autre chose. La distance par rapport au pouvoir, le- comment dire, une certaine des charges qui doivent être partagées, pas de poste, c'est pas une question c'est pas une question d'avoir de cumul des mandats, c'est plutôt des charges qui doivent être à temps déterminé. Je n'ai pas à être dans un poste, à en devenir le détenteur toute la durée de ma vie publique. Je dois à chaque fois le passer à un autre, passer le relais à un autre, parce que l'autre a peut-être plus d'énergie, peut-être il a une approche différente, peut-être il sait mieux s'entourer que moi, etc., etc. Je ne suis pas indispensable, je suis mais je fais partie d'un collectif. C'est le travail collectif, c'est le travail pour le bien-être commun, pour le bien-être de tous pour tous, et non pas un pour tous.
Voilà, j'ai fini pour cette fois-ci.